Bonjour à tous, cyberassurance. La cyberassurance fait-elle désormais partie intégrante de la maîtrise des risques en entreprise? En tout cas, quelle stratégie adopter dans ce domaine? Ce sera notre sujet à la une aujourd'hui de Smart Cyber, votre rendez-vous sur la confiance numérique. Et puis au programme également, l'interview RSSI avec Benjamin Leroux d'Uclusif. Un focus solution. On parlera d'un outil de gestion de crise absolument inédit pour le secteur de la santé. Et dans notre rendez-vous Culture C, eh bien, un petit conseil lecture. Mais d'abord, c'est le moment de l'alerte cyber. L'alerte cyber s'arrête aujourd'hui sur la France dans le viseur des hackers. En tout cas, c'est ce qui ressort du bilan cyber de Check Point. Bonjour Adrien Merveille. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous dans Smart Cyber. Vous êtes le directeur technique France de Check Point Software. Alors, que nous apprend votre bilan sur la France précisément? Est-ce que vous avez des chiffres à partager? Oui, tout à fait. Alors, on compare ce qui se passe cette année, mais c'est surtout l'année dernière, puisqu'on a une année complète derrière nous. Oui. Et donc, en 2025, la France a représenté 13% des attaques européennes. C'est-à-dire qu'on est à la deuxième position derrière le Royaume-Uni et à peu près au même niveau que l'Allemagne. Mais voilà, ça nous positionne au deuxième rang en quantité d'attaques. Donc, ce qui est assez préoccupant. Est-ce que c'est inédit? C'est la première fois qu'on arrive à ce niveau d'exposition? Alors, d'année en année, le niveau global augmente. Après, il y a des variations dans les types d'attaques. Il y en a certains qui vont être plus dominants, d'autres qui vont être un petit peu en retrait. C'est le cas d'ailleurs sur ce début d'année, où le ransomware, par exemple, est en retrait de 19% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. D'accord. Et donc, quel est le type d'attaque, justement, principale dont est victime la France? Alors, le numéro 1 en quantité, c'est ce qu'on appelle les attaques DDoS. Donc, c'est des attaques comme celle qui a touché La Poste en décembre dernier. Ce sont en général des attaques qu'on ne voit pas trop parce que c'est très courant dans le temps, contrairement à ce qui s'est passé à La Poste. Et c'est pour ça... Sur La Poste, on l'a bien vu pendant toute la période des fêtes. Ça a bien... c'est tombé au bon moment pour embêter au maximum La Poste et les clients de La Poste. Ouais. Mais c'est effectivement l'attaque qu'on retrouve le plus en quantité, en nombre d'occurrences. Et c'est des attaques qui sont en général menées dans un but idéologique, donc lancées par des groupes qui vont avoir une conviction politique ou religieuse pour... pénaliser un petit peu leurs adversaires. D'accord, c'est plus pénaliser en termes d'image finalement, mais ça peut créer des dysfonctionnements, parce que ça a été le cas. Tout à fait. Très souvent, c'est une interruption qui va durer de l'ordre de la minute, et une fois que l'attaque est terminée, c'est comme si elle n'avait jamais eu lieu, si vous voulez. C'est juste une interruption à un instant T, sauf qu'effectivement, à La Poste, on a beaucoup parlé, parce que c'était inédit dans la durée de cette attaque. Et dans l'étendue. Mais l'attaque DDoS, en soi, c'est pas une nouveauté. C'est un peu vieux comme la cybersécurité, non, Adrien? Sauf que le contexte géopolitique actuel fait qu'il y a énormément de groupes qui vont s'investir pour une cause ou une autre et qui vont mener des attaques pour défendre leur cause. D'accord. Et l'autre type d'attaque, parce qu'on parle beaucoup des fuites de données. Exactement. Donc c'est le deuxième gros type d'attaque. C'est pas celui qui est le plus important en volume, mais c'est celui qui est le plus visible en termes de dégâts, parce que pour le coup, c'est des données qui sont revendues derrière. C'est un business qui est très attractif pour les pirates parce qu'il est très rémunérateur. Et d'autre part, ça attire aussi pas que des groupes qui cherchent la rémunération, mais aussi d'un point de vue image, c'est très valorisant pour ces groupes. Donc un pirate, par exemple, qui cherche la notoriété technologique va être intéressé par ce type d'attaque. On l'a bien vu sur certaines attaques où on a même des profils qui sont très jeunes qui ressortent. Mais également, ça pénalise l'image de la victime. Donc, il y a un intérêt aussi pour certains groupes de la première catégorie, donc plutôt idéologiques, qui vont aller chercher ça. Donc, c'est très rémunérateur, c'est très visible à la fois positivement pour les pirates et négativement pour les victimes. Donc, il y a beaucoup de catégories de groupes qui vont s'intéresser à ça. Et la France est particulièrement exposée sur le sujet des fuites de données? Alors, la France est particulièrement exposée, pas forcément par rapport aux autres pays, mais on l'a bien vu, c'est des attaques qui sont très visibles, car on en parle immédiatement dans la presse. Et donc, toutes les semaines de l'année depuis un an... Quand ça touche des administrations, à juste titre, on peut quand même s'en inquiéter. Exactement. Donc, les ransomware, vous nous avez dit, c'est plus l'attaque principale. En tout cas, elle est un petit peu en déclin, mais ça reste quand même dans le top 3. Exactement. Alors, il y a eu pas mal d'actualités sur l'évolution des groupes de ransomware. Il y a eu ce qu'on appelle un éclatement l'année dernière avec certains très gros groupes qui ont été démantelés, qui ont été, du coup...
qui a créé un paysage un peu fragmenté du ransomware, c'est-à-dire que des petits groupes sont nés, et maintenant on est dans une phase où ça reconsolide, et il y a un groupe qui s'appelle Qlin qui a pris le large par rapport aux autres et qui est loin devant, et qui est le groupe qui est le plus actif. Et on sait identifier qui est derrière, parce que quand vous c'est assez posez difficile. des noms comme ça, on se dit je vais appeler la police en fait, et puis on va aller les interpeller. C'est assez difficile, oui, effectivement, il y a des profils qui ressortent derrière chacun de ces groupes. Après, ce sont parfois des groupes qui sont apparentés à des entreprises multinationales, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des individus de différents pays qui vont collaborer pour mener les attaques. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager comme conseil en tant que professionnel de la cybersécurité face justement à ces attaques qui visent tout particulièrement la France ? Écoutez, je pense que le mot d'ordre, ça c'est pas nouveau en cybersécurité, c'est l'hygiène. Donc, quand on parle de mot de passe, maintenant on parle de double facteur, d'authentification à double facteur, d'avoir des mots de passe qui tournent régulièrement pour éviter que ces données soient présentes dans des fuites de données puis réutilisées dans des attaques. Il faut savoir que les groupes, notamment ceux qui s'intéressent aux données, construisent maintenant des fiches par personne, c'est-à-dire qu'ils consolident les différentes fuites de données qui ont pu avoir lieu et ils créent des profils individuels pour les victimes. Donc, si vous voulez attaquer quelqu'un et que le nom existe dans ces bases, potentiellement, vous pouvez récupérer l'IBAN, vous pourrez récupérer la carte vitale, l'adresse, le numéro de téléphone. Et pour un pirate, c'est super parce que vous avez de quoi monter une histoire qui va servir à arnaquer la victime. Et donc, voilà. Donc, faire très attention au démarchage, essayer de ne pas céder à l'urgence parce qu'en général, les pirates vont essayer de mettre un degré d'urgence pour éviter qu'on réfléchisse trop et éviter de partager des données par des canaux de communication. Ça, c'est pour les particuliers, pour les entreprises, pour les grandes organisations. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu nouvelles ou nécessaires, urgentes à mettre en place ? Oui, alors il y a un sujet qui est particulièrement lié au développement de l'intelligence artificielle, qui est la possibilité pour des hackers de découvrir et d'exploiter des vulnérabilités sur les environnements des entreprises. Oui. Et donc, il y a un sujet d'alarme par rapport à la vitesse où on va pouvoir corriger ces vulnérabilités. Aujourd'hui, l'attaque joue plus vite que la défense. Ouais. Et le conseil que je peux donner, c'est trouver des mécanismes à la défense pour essayer d'accélérer au maximum les capacités de remédiation. Donc, c'est ce qu'on appelle le Medium Time to Remediate, le MTTR. Voilà, il faut essayer de... Nouvel acronyme pour moi. Merci, Adrien. Avec plaisir. J'aime bien, j'apprends toujours quelque chose. C'est super. Adrien Merveille, directeur technique France 2, Checkpoint Software, est avec nous dans l'Alerte Cyber. À suivre, c'est l'interview RSSI. Dans l'interview RSSI, je reçois Benjamin Leroux du Clusif, administrateur du Clusif. Peut-être un mot sur l'association, parce que dans Smart Cyber, en général, ceux qui nous regardent connaissent bien. Mais où vous en êtes ? Quels sont les grands sujets peut-être du Clusif aujourd'hui ? Effectivement, on est connu parce qu'on est une des plus anciennes associations de cybersécurité en France. Et une des particularités, c'est qu'on réunit à la fois des professionnels de la cyber, responsables de cybersécurité dans les entreprises ou dans les administrations, mais également des fournisseurs de services qui vont proposer des solutions. Du coup, on a un ensemble qui a une vision très globale, qui essaie vraiment d'apporter la confiance numérique dont on a besoin. Et cette approche assez large a permis d'obtenir la reconnaissance d'intérêt public, la RUP. Dans les actualités, on a eu des votes au conseil d'administration. On a réélu Odile en tant que présidente. Odile Dutil, exactement, qui travaille à la Caisse des dépôts, mais qui est également donc la présidente de l'association. Il y a des nouveaux administrateurs dans la vie des associations, ça tourne. On a notamment un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Donc, on a une représentation ministérielle, c'est très intéressant pour nous. On a un RSSI d'une entreprise de services informatiques et une spécialiste des ETI, ce qui couvre bien toutes les problématiques qu'on essaie d'aborder. Et l'actualité récente, ça va être un nouvel événement qu'on lance le 1er juillet, les Journées du Clusif. Donc, ça va être une journée d'échange, de table ronde, de prise de parole avec beaucoup de thématiques et des speakers de renom. On aura par exemple le directeur général de l'ANSSI, on aura des sujets sur le cloud souverain, sur l'assurance cyber et évidemment sur l'IA, qui est un sujet incontournable en ce moment. L'assurance cyber, d'ailleurs, vous allez rester avec nous pour participer à notre talk tout à l'heure, qui est notre sujet à la une aujourd'hui de Smart Cyber. Je voulais peut-être vous entendre déjà sur une réaction à Mythos, donc l'annonce par Anthropic d'une intelligence artificielle, on va faire simple, qui est capable de détecter des failles, avec un volume suffisamment considérable pour que ça inquiète l'ensemble des institutions, les organisations économiques, les institutions financières et les États. Ça inquiète
tout le monde, effectivement, aussi dans la communauté cyber. On s'attendait à ce qu'une l'intelligence artificielle progresse de manière à trouver ces vulnérabilités. Donc on imagine, on lui livre le code source, une application, et en retour, à la vitesse de l'IA, donc à la vitesse de la lumière, on a des vulnérabilités. Et en plus, dans certains cas, on a ce qu'on appelle un exploit, qui est le petit programme qui permet de tirer profit, souvent à des fins négatives, de la vulnérabilité. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'assez fou, très puissant. Et vous l'avez bien dit, l'IA compresse le temps, tout va très vite et on va trouver beaucoup de vulnérabilités en peu de temps. Et donc, on peut craindre une espèce de vague, un tsunami de vulnérabilités. Et derrière, les organisations, quelles qu'elles soient, vous avez parlé de banques, d'institutions, des vendeurs de logiciels, on va devoir se préparer à cette vague. On sait pas Comment ils réagissent les RSSI que vous rencontrez au Clusif? Alors, ils se posent beaucoup de questions. D'une part, parce que ce sujet de Mythos a été souvent médiatisé assez vite. Ce qui est intéressant, c'est quand même un beau progrès technologique. Mais du coup, ils se sont retrouvés face à leur direction qui leur demande alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, ils l'ont appris quasiment en même temps qu'eux. Parce qu'Anthropic communique, évidemment, pour le moment, la communauté cyber, en plus en France, on n'est pas dans les petits papiers. Donc, ils sont un petit peu perdus. Et c'est aussi pour ça qu'au on a publié une note de position assez vite pour aider, donner des éléments pour justement bien expliquer ce que c'est, essayer de garder la tête froide et commencer à donner quelques clés pour se préparer à ces évolutions qui vont très très vite. Vous faites référence à la publication sur la sécurisation de l'IA, c'est ça? Alors c'est un autre guide, on publie régulièrement des documents. On a publié il y a quelques mois un guide sur la sécurisation de l'IA, parce que avant Mythos, c'était il n'y a pas si longtemps, mais à l'heure de l'IA, on a l'impression que c'était il y a un siècle, on avait publié un document sur comment aider les organisations, donc comment les RSSI peuvent aider leur organisation à sécuriser tous les usages de l'IA. Et dans le cas particulier de Mythos, qui a quand même cette fameuse nouveauté sur les failles cybersécurité, on a écrit un document plus court, une note de position pour que les responsables cyber aient des premiers éléments pour expliquer autour d'eux, notamment à leur direction, qu'est-ce qui se passe, comment on doit se préparer, si on peut se préparer pour les aider. Et on a essayé de le sortir très vite. Et on pourrait la mettre à jour suite aux annonces de Trump de la semaine dernière. C'est vraiment des choses qui vivent à toute allure. Alors, comme toute association qui représente une filière, une activité précise, j'imagine que vous faites du lobbying sur la partie réglementaire. Quels sont les sujets en ce moment ? Alors, on fait du lobbying, où on a aussi la chance d'avoir été sollicité. Par exemple, l'année dernière, on a été sollicité par le Sénat et l'Assemblée nationale dans le cadre de la transposition, la fameuse transposition en droit français de la directive Nice 2, qui tarde à arriver, mais qui, un jour ou l'autre, finira par arriver, sinon il y a des risques d'amende. Donc ça, c'est évidemment le gros sujet, parce que Nice 2, c'est une forme de changement d'échelle. Avant, avec les lois Nice 1, la loi de programmation militaire française, on avait un certain nombre d'organisations très critiques soumises à des exigences de sécurité assez fortes. Et là, on va passer à beaucoup d'organisations avec parfois un niveau d'exigence un peu plus faible, ce qui est très bien parce que les organisations plus critiques sont plus matures. Maintenant, il faut passer à l'échelle parce que des PME, des petites collectivités se font attaquer. Et un des sujets, ça va être justement de s'assurer que la mise en pratique se fasse de façon la plus constructive possible. On va dire que le texte prenne en compte... Qu'est-ce que vous craignez ? On peut craindre qu'il y ait peut-être, même si l'ANSSI est quand même pas dans ses dispositions, mais on pourrait craindre qu'il y ait un délai très court entre le texte et les premières sanctions. On pourrait craindre des exigences déraisonnables. À le transposer, plus on risque de raccourcir les délais. L'ANSSI avait communiqué sur un certain délai en disant le jour où il y aura Nice 2, on ne fera pas de contrôle avant 3 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'européen qui dira mais il faut faire des contrôles? Voilà, on est quand même sur des problématiques où il y a la couche européenne, la couche nationale. Donc ça, c'est une crainte. Et puis, le sujet, c'est vraiment de se dire, voilà, les critères, est-ce qu'il y a les bonnes structures qui sont concernées et comment on pourra accompagner? Parce que dans le lot, on sait déjà que ce soit côté entreprise ou administration, il y a des structures qui ont beaucoup de travail. On a vraiment des niveaux de maturité très variés. Pour certains, ça sera un texte de plus, il y a une gymnastique de la conformité. Pour d'autres, ça va être une nouvelle discipline et ils auront besoin d'aide. D'ailleurs, je dévoile un petit peu, mais le conseil lecture tourne un peu autour de ce sujet de conformité. Vous verrez tout à l'heure. Pour l'instant, vous restez avec nous. Benjamin Leroux, administrateur du Clusif. Je vous garde en plateau pour notre talk sur la cyberassurance.
La cyberassurance à la une de ce Smart Cyber. Alors, on parle d'indemnisation, mais pas seulement. Au-delà de ça, est-ce que ça fait partie aujourd'hui intégrante de la maîtrise des risques en entreprise, alors que les fuites de données s'envolent, et en particulier en France, on l'a vu notamment dans l'alerte cyber tout à l'heure, voilà, et qu'un simple rançongiciel peut faire mettre la clé sous la porte à une entreprise. Alors, pour parler de ce sujet avec nous, Philippe Cotel, Risk Manager chez Airbus Defence and Space, coordinateur du programme de cyberassurance du groupe Airbus et membre du conseil d'administration de l'AMRAE. Donc vous allez nous dévoiler tout ce que vous savez de l'étude Lucie que vous avez pilotée, Lucie pour Lumière sur la cyberassurance. Mais avant, si vous permettez, on va présenter nos autres invités. Sylvain Lefebvre est avec nous. Bonjour Sylvain, directeur général adjoint de Board of Cyber. Et puis restez avec nous Benjamin Leroux. Merci beaucoup Benjamin, administrateur d'Uclusif. Donc, je citais cette étude. Lucie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en synthèse de ce qu'on apprend là de la dernière édition, qui est la 6e édition, je crois, sur la cyberassurance? Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Peut-être un mot sur cette étude parce qu'elle est spécifique. C'est la seule aujourd'hui qui rassemble des données de l'ensemble des courtiers français, donc depuis 7 ans. Et ça donne aujourd'hui Lucie comme étant une référence sur l'ensemble de l'écosystème, à la fois pour les risk managers, les gestionnaires de risques et les CISO, mais aussi les courtiers, les assureurs et les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude sur 2025 ? Elle dit que le marché de l'assurance cyber en France a été extrêmement compétitif, avec des baisses de prix historiques. On a moins 32% de baisse de prix pour les grandes entreprises, moins 23% pour les ETI. Et ça veut dire que pour les grandes entreprises, il y a eu une augmentation de la souscription, plus 18%. Et pour les ETI et les entreprises moyennes, on a eu presque un doublement du nombre d'entreprises qui se sont assurées. Donc quand on baisse les prix, ça marche, on vend mieux. Ça va. Okay. On vend mieux et en fait, on rend cet outil plus accessible à un certain nombre d'entreprises. Et donc, on voit pour les ETI et les entreprises moyennes, doublement d'entreprises qui s'assurent. Donc, tout ça, ce sont des bons signaux. D'accord. Néanmoins, ce qu'on voit aussi, c'est que quand j'ai dit baisse des prix de 32%, augmentation des achats de 18% pour les grandes entreprises, ça veut dire que leur budget s'est réduit de 14%. Moins 14% de budget, ça veut dire que globalement, le volume de primes en France, il s'est contracté. Pour la 3e année consécutive, on est maintenant à 300 millions d'euros de primes en France. Donc, on a une baisse des primes sur 3 ans. Et à contrario, on a une augmentation des sinistres. On est à 80 millions de sinistres en 2025. Donc, lorsque on a des primes qui baissent et des sinistres qui montent, si les deux flèches se rencontrent, au bout d'un moment, il va y avoir un retournement brutal du marché, comme on l'a vu en 2020, avec des primes qui peuvent doubler, tripler, et des conditions financières qui vont être très dégradées. Et un risque que, en fait, les assureurs ne puissent pas faire face à un incident cyber majeur. Absolument. Avec 300 millions de primes, aujourd'hui, on est sensible à 2-3 gros sinistres qui peuvent retourner le marché en quelques semaines. C'est un peu, pour donner une image, c'est le bonhomme qui tombe de l'immeuble, et aujourd'hui, à chaque étage, dit jusque-là, ça va. Ouais. Mais est-ce qu'il a un parachute ou pas ? On n'en sait pas. Vous parlez de l'augmentation des sinistres. Oui, c'est vrai qu'on entend, voilà, et on était dans l'alerte cyber sur ce sujet, notamment de la fuite des données, des rançongiciels. Bon, on a toujours beaucoup de menaces, les DDoS qui restent la principale menace. Est-ce que, quand même, dans les grandes organisations, on est un petit peu mieux préparé, un peu mieux protégé ? Alors, c'est effectivement une bonne remarque. Dans la distribution des sinistres, on voit une stabilité des sinistres pour les grandes entreprises. Et à contrario, on a vu une multiplication par 4 des sinistres chez les ETI. Donc ça veut dire qu'on se protège mieux quand même. On se protège mieux sur les entreprises. C'est le résultat d'investissements constants et longs dans cette gamme-là. Par contre, pour les ETI, les entreprises moyennes, on voit une augmentation de ces sinistres-là, qui est peut-être corrélée aussi avec l'afflux de nouveaux assurés qui rentrent sur ce marché-là. Donc, en fait, dans ce climat de volatilité énorme, nous, l'AMRAE, notre conseil est très clair. Il faut que pour toutes les entreprises, véritablement, d'une part, faire un assessment de son besoin et profiter de cette bulle d'opportunité pour étendre la couverture et l'adapter à son besoin dans les conditions actuelles de marché qui sont favorables. Et en même temps, continuer à investir dans la prévention parce que le jour où le marché va se retourner,
Ce sont les entreprises qui seront bien préparées qui seront les plus à même de continuer à pouvoir s'assurer. Alors là, c'est les assurances qui parlent. Qu'en est-il, selon vous, de votre point de vue, de la question de la cyberassurance dans aujourd'hui la manière dont on doit concevoir la maîtrise des risques dans une DSI ? Qui veut commencer ? Plusieurs choses. Tout d'abord, ce que l'on remarque, c'est que l'arrivée de NIS 2, il y a environ 18 mois à peu près qu'on entend beaucoup de choses plutôt contraignantes sur cette partie-là. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et ce que l'on sait, en tous les cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que toutes les entreprises qui se sont préparées en avance, aujourd'hui, sont bien mieux armées par rapport aux menaces cyber et du coup sont bien mieux notées et en tous les cas vont, dans ce qui était expliqué il y a un instant, dans cette projection vers l'avenir d'une capacité à conserver une assurance ou des assurances cyber pleines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que quand vous faites régulièrement, et c'était notamment tout l'objet du récif de l'ANSSI, quand vous faites régulièrement des exercices de préparation avant même que les règles arrivent, vous êtes de toute façon mieux préparé que si vous ne l'aviez pas fait pendant 18, 24 ou 36 mois. Et donc, c'est tout cet intérêt. Ce que l'on voit, nous, chez Border Cyber, c'est que lorsque les entreprises se préparent en amont et qu'elles sont capables aujourd'hui d'augmenter leur niveau global de cybersécurité avec elles, mais aussi, surtout avec leurs fournisseurs, puisqu'elles sont capables d'aller sonder ou noter des milliers ou des dizaines de milliers de fournisseurs, tout ça fait monter le niveau global de cybersécurité de l'écosystème français. Et quand on sait que d'ici quelques mois ou quelques années tout au plus, quand toutes les réglementations seront passées en Europe, il y aura plus de 160 000 entreprises qui seront concernées directement par NIS 2, mais 5 à 7 fois ça, a priori, indirectement, puisqu'elles seront fournisseurs ou fournisseurs de fournisseurs, on va arriver à monter le niveau global de cybersécurité. Et je pense qu'à ce moment-là, la cyberassurance prendra, on sera plus sur ces 300 millions dont on parle aujourd'hui en France notamment, ou qui sort de l'étude, mais on sera sur bien plus que ça, et à ce moment-là, on aura une capacité de protéger de manière bien plus large, en tous les cas, que ce qu'on fait aujourd'hui. Au sein du Clusif, parmi les membres, on parle de ce sujet de la cyberassurance Oui, exactement. Au sein du Clusif, on a un certain nombre de groupes de travail qui visent à produire un certain nombre de documents. On en parlait tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. La cyberassurance est évidemment un des sujets. Et comment il est pris ce sujet ? Quelle est la préoccupation sur ce sujet ? Comment le RSSI se positionne là-dessus ? En fait, le RSSI, donc il y a des spécialistes des assurances dans les entreprises qui vont aller parler avec des courtiers, choisir les contrats, etc., etc. Le RSSI va être un peu sollicité dans deux cas de figure. Ça va être déjà pour les critères d'assurabilité, parce qu'il faut montrer patte blanche quelque part pour avoir l'assurance. Il faut montrer qu'on a un certain niveau de préparation, qu'on applique des bonnes pratiques. Et il y a eu par le passé des débats sur les critères d'assurabilité et le bon niveau. Puis il y a également un autre cas de figure sur lequel je voulais insister, c'est malheureusement quand il y a un sinistre. Parce qu'évidemment, le RSSI, quand il y a un problème, évidemment, on sollicite l'assurance, mais il faut aussi activer une gestion de crise, il faut faire face à l'incident, ce qui n'est pas un exercice très agréable, mais malheureusement, il faut l'accepter. Et c'est aussi une bonne chose. Les entreprises et les organisations sont conscientes du risque, et c'est pas est-ce qu'un jour on aura un problème, c'est quand est-ce que le prochain va arriver. Et si on relie ça à l'échange de tout à l'heure sur Mythos, c'est que les prochains, ils vont peut-être arriver très, très, très souvent. Donc je pense qu'il y aura un challenge sur la capacité à accompagner en cas de sinistre, de façon très efficace, peut-être malheureusement très fréquente, avec quelque chose qui soit utile, parce que l'objectif, ça va être de se remettre le plus vite possible. On a vu la durée réelle pour sortir d'une attaque, et c'est pas que le week-end qui est fichu, quand il y a une attaque, le semestre, et ça dure longtemps, et il va falloir avoir cette dynamique collectivement, et c'est là aussi où le RSSI, avec l'assureur, pourra dire, moi j'ai besoin de ça le jour J, j'ai besoin de ça une semaine après, etc., etc. Il y a un vrai sujet opérationnel à adresser aussi, là, je pense. Parce que c'est le sujet de comment la cyberassurance ne fait pas juste son job d'indemnisation. Alors, c'est important quand même de parler d'indemnisation. C'est quand même le moteur principal, j'imagine. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. C'est la capacité aussi de l'assureur à suivre et à accompagner pendant le sinistre, à suivre une entreprise qui risque d'être attaquée de multiples fois. En fait, l'assurance cyber... Ça veut dire qu'on va avoir les primes d'assurance augmentées, là, quand je dis tout ça, non ? Non, au contraire. L'assurance cyber, elle a deux aspects. Elle a un aspect de support technique et juridique pendant la gestion de crise. En fait, pour un certain nombre d'entreprises, des entreprises moyennes, des ETI, n'ont pas forcément une structure interne de gestion de crise et des supports techniques, des supports juridiques. Et là, l'assureur, il va lui apporter ce support-là pendant la phase où il en a le plus besoin. Et c'est un alignement d'intérêts parce que plus le sinistre va être réglé rapidement et moins il sera important. Et donc moins l'assureur devra indemniser. Tout le monde y trouve son compte. Donc tout le monde y trouve son compte. Et donc l'assureur va d'abord apporter ce support-là
et ça c'est intéressant pour les entreprises moyennes et les ETI. Et d'ailleurs, on voit dans le doublement des entreprises qui s'assurent, moyennes et ETI, en fait, elles sont aussi très sensibles aux services qu'un courtier peut lui apporter dans l'identification de son exposition et dans la maintenance de sa potentielle vulnérabilité. Et on voit que c'est vraiment quelque chose auquel ils sont sensibles et ça fonctionne. Donc, à la fois protection, gestion de crise et ensuite, seulement ensuite, indemnisation. Les cyberassureurs sont des partenaires des boîtes de la cybersécurité, finalement. Il y a, on travaille, nous, avec un certain nombre... Vous êtes obligés de travailler ensemble. Exactement, on travaille avec un certain nombre d'assureurs et on parle souvent de la notion de chaîne. C'est-à-dire que, et je pense que Nice 2 le met en pratique totalement, en se disant qu'on peut être le plus fort ou le plus sécurisé aujourd'hui au monde à partir du moment où on a un maillon qui est excessivement faible et qui le casse, et on l'a vu dans énormément de cas ces derniers temps, ça va mettre l'intégralité de la chaîne en péril. Les assureurs s'intéressent énormément à ça, mais les fonds d'investissement aussi, qui cherchent aussi à avoir une vision plus large que simplement l'entreprise, soit qu'ils vont... financer, soit qu'ils vont assurer sur cette partie-là. Et donc, ils cherchent à avoir quelque chose de beaucoup plus étendu en matière de cybersécurité. Et ils ne cherchent pas à avoir des pics sur certains domaines de la cyber, mais plutôt quelque chose qui, globalement, va monter le niveau de cybersécurité. On parle souvent de la course au lion, en tous les cas de la chasse au lion, en se disant on ne courra jamais plus vite que le lion, c'est-à-dire contre des attaques qui peuvent arriver, etc. Par contre, essayons globalement que l'écosystème dans lequel je travaille, celui avec lequel je collabore tous les jours, court plus vite que les derniers en tous les cas, et donc qu'on ne se fasse pas manger en premier et que ça nous donne un peu plus de temps pour réagir. Et donc, il y a aussi cette notion de travail collectif que nous, on remarque de plus en plus chez Born lorsqu'on travaille avec un certain nombre d'entreprises et qui cherchent à identifier sur leurs fournisseurs les surfaces d'attaque les plus sensibles ou les plus faciles sur cette partie-là. Et ensuite, les assureurs viennent nous voir. Et puis, il y a l'effet de l'autre côté qui dit à partir du moment où j'ai bien travaillé, à partir du moment où j'ai bien progressé, je vais aussi aller voir mon assureur pour être capable de négocier des primes qui sont différentes ou en tous les cas des paiements qui sont différents, des couvertures plus importantes sur cette partie-là. Et donc, ces deux éléments-là participent globalement à ce qu'on disait tout à l'heure, au fait qu'il faut que le fonds global de cyberassurance augmente. Je pense que c'est une excellente chose parce que ça va encore passer et il y a encore des attaques qui passeront régulièrement, mais on doit être capable d'emmener tout le monde très certainement beaucoup plus haut que ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais poser la question de la cyber-rançon. Est-ce que le cyber-assureur rembourse en cas de paiement de rançon? On en est où sur cette question du paiement des rançons? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un débat. D'aujourd'hui, en France en tout cas, le remboursement par l'assureur d'une rançon n'est pas interdit. Donc, il faut être très clair là-dessus. On n'a absolument pas de tabou là-dessus. Par contre, effectivement, la recommandation globale de l'ensemble de l'écosystème, c'est de ne pas céder à ces demandes de rançon. C'est pas interdit, sauf dans le domaine public de l'État, je crois, pour les administrations, les collectivités. Qui finalement sont Alors, c'est une autre question. Qui s'assure peu, donc? Qui s'assure peu. Ah oui, ok. Par contre, effectivement, pour revenir au sujet Mythos et Vivatech, et ce sera peut-être le sujet d'une autre émission, si on veut vraiment développer le marché de l'assurance cyber, et on voit bien qu'on en a besoin parce que ce volume-là est trop faible et rend le marché très volatile, on a un vrai sujet, c'est le risque systémique. À Vivatech, on parlait de souveraineté numérique. Et en fait, c'est très lié. Aujourd'hui, le développement des nouvelles technologies a restreint le nombre d'infrastructures en peu de mains, ce qui augmente ce risque systémique. Et ce risque systémique-là, c'est une vraie barrière, un vrai sujet pour les assureurs, parce que c'est l'opposé du modèle assurantiel où on mutualise les primes pour payer quelques sinistres. Là, un seul événement peut endommager l'ensemble du portefeuille. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, effectivement, le marché de l'assurance cyber aura du mal à se développer. Ah, c'est intéressant. Vous allez dans le même sens tous, finalement. Sur la question, juste pour revenir sur la question des rançons, comment se positionne le Clusif là-dessus? On ne paye pas la rançon. On ne paye pas. Voilà, tout simplement. On n'alimente pas le cybercrime. Exactement, ça entretient l'écosystème criminel. Mais c'est parfois un peu plus facile à dire qu'à faire, quand même. Peut-être, mais c'est vrai qu'on a vu des gens payer la rançon et se refaire attaquer 2 semaines après. Parce que les attaquants sont paresseux. Quand quelqu'un est un bon client, on va retaper à la porte quelques semaines après. Donc en fait, c'est vraiment pas une bonne solution à titre personnel et également à titre collectif, parce que si c'est autant répandu le ransomware, c'est que c'est un business lucratif. Il faut faire en sorte que ce soit le moins rentable possible pour les attaquants. Quel est le moteur principal justement pour
convaincre une direction de signer l'adhésion à une cyberassurance? Qu'est-ce qui vous semble l'argument le plus convaincant? Est-ce que c'est un type d'attaque qui peut faire peur et vers laquelle on sait qu'on est plutôt exposé là-dessus et on veut s'en protéger? Qu'est-ce qui est moteur aujourd'hui pour aller frapper à la porte d'un cyberassureur? Je pense que juste avant ça, il y a déjà une phase de transition qu'on est en train de voir autour de la cyber aujourd'hui. À partir du moment où les directions générales prennent la cyber comme un élément important, et notamment lorsqu'ils participent au COMEX et à un certain nombre de décisions, on s'aperçoit que la sensibilité à la cyber et donc à la cyberassurance est du coup de ce fait-là modifiée. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui les pousse, en tous les cas de ce que l'on voit, et je ne suis pas spécialiste et on n'a pas fait d'études sur le sujet, mais des discussions, en tous les cas des échanges que l'on a, c'est véritablement la perte d'exploitation. C'est-à-dire la capacité ou l'incapacité totale d'être capable de fournir ses clients sur cette partie-là. Et c'est quand on discute avec un certain nombre de clients, la première chose qui vient, c'est suis-je en capacité de continuer mon activité, même dégradée, avec une notion de cyber-résilience et de tout ce qu'on veut derrière. Et la souveraineté, du coup, est un élément important aussi dans cette cyber-résilience. C'est en tous les cas ce qui remonte le plus souvent aujourd'hui quand on discute avec un certain nombre de clients. Et est-ce que la cyberassurance peut couvrir ce risque, véritablement? Alors, effectivement, la première des choses, c'est que nous sommes dans une économie digitale. Tous nos process sont maintenant imprégnés de digital. Et donc, effectivement, l'arrêt d'activité suite à un problème cyber entraîne directement une perte d'exploitation pour l'entreprise. Oui. Et ça, si les risques managers, de manière conjointe avec les RSSI, sont capables de donner des éléments financiers, donc transformer le risque technique cyber en un impact financier, et être capable de corréler cet impact financier à un plan de mitigation qui va être un investissement en prévention, en cybersécurité, mais qui ne couvrira pas tous les scénarios, qui couvrira un certain nombre de scénarios, et de cumuler ça avec une protection assurantielle. Et c'est la meilleure manière, la plus efficace, de pouvoir protéger l'entreprise de manière pérenne. Donc, j'entends que l'assurance ne va pas pouvoir couvrir toute ma perte d'exploitation. Il faut que je m'assure d'un côté, déjà en amont, d'avoir protégé ou d'avoir trouvé un scénario de résilience. Le but de l'assurance, c'est de couvrir le risque résiduel une fois qu'on s'est protégé. Vous allez fermer les fenêtres de votre maison avant de vous assurer contre le cambriolage. Oui, mais en matière de cybersécurité, c'est beaucoup plus compliqué de prouver finalement qu'on a mis en place, qu'on a fermé la porte et les fenêtres. Alors, ce que vous allez expliquer à l'assureur, et c'est aussi un élément d'évaluation de la qualité de votre politique de cybersécurité si elle est évaluée par un tiers assureur qui va de fait, en souscrivant l'assurance, valider qu'il croit que la stratégie de cybersécurité appliquée dans l'entreprise, elle est saine et elle justifie la confiance qu'il va lui apporter. Il y a également des sociétés d'audit, il y a des labels délivrés par l'ANSSI pour attester de la qualité d'un contrôle, de la qualité d'un service, ce qui n'est pas accessible pour tout le monde. Mais voilà, il y a un certain nombre de briques qui permettent, parce que le contrôle est un élément indépendant de l'assurance. Exactement. Beaucoup de responsables cyber mettent en place des démarches d'audit, de labellisation, de certification depuis un certain nombre d'années. C'est quelque chose qui marche assez bien. Alors, évidemment, et qui est pris en compte par le cyberassureur. Ça peut être pris en compte. Par contre, comme vous l'avez dit, la couverture totale du risque, c'est un vœu pieux. Et oui, il y a un risque résiduel et l'assurance est une des réponses, de la même manière que parfois l'acceptation du risque en est une, dès lors qu'on a fait tout ce qu'il faut avant pour réduire le niveau résiduel à un niveau le plus raisonnable. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive déjà à la fin de cette discussion. Merci Philippe Cotel de l'AMRAE, Sylvain Lefebvre de Board of Cyber et Benjamin Leroux du Clusif. C'est l'heure de notre Focus Solution. Vous allez découvrir une solution inédite pour le secteur de la santé. Dans le rendez-vous solution, je reçois aujourd'hui Hervé Pellarin, le responsable sécurité des systèmes d'information du centre hospitalier Annecy-Genevois, et c'est aussi le créateur de Scribe que l'on va découvrir. Alors Scribe, outil de gestion de crise pour le secteur de la santé. Bonjour Hervé, un outil complètement inédit, vous m'avez promis de m'expliquer pourquoi. Bonjour Delphine, c'est un outil qui manquait dans notre caisse à outils dans les centres de soins, parce que c'est un outil de gestion de crise qui nous permet de donner au directeur de crise, au directeur des soins, une situation claire, nette et précise sur les soins qu'il est encore en capacité de donner. D'accord, donc c'est face à un incident de cybersécurité, ça donne un mode d'emploi sur les procédures à respecter ?
En fait, ce que l'incident soit sanitaire ou soit cyber ou mixte ou hybride, en fait, quand on va déclarer des incidents sur des périmètres, ça va apparaître sur une sorte de dashboard où on va retrouver la neuro, le bloc, le labo, tout ça. Et en fonction des applications métiers ou des situations en tension, eh ben, ça va pouvoir permettre de dire à la cellule de crise et au directeur des soins quel service est dans le vert, orange ou rouge et qu'est-ce qu'il est encore en capacité de garder comme soin ou pas. Et jusqu'ici, il n'y avait pas d'outils équivalents ou semblables? Non, j'ai cherché partout parce que je voulais vraiment avoir un outil sur lequel je pouvais reposer une gestion de situation de crise adapté à la santé. Il y a plein de logiciels de gestion de crise qui existent, mais c'est pour de l'industriel généralement ou de l'administratif, mais on n'est pas sur le dénominateur du commun qui est pour moi dans l'établissement de santé au niveau du soin, j'en suis où? Parce que nous, à la base, on est là pour faire du soin. Et donc, ça manquait cet angle, cette perspective-là. Et donc, comme ça m'a énervé de ne pas trouver, je l'ai fait. Voilà. Eh ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en fait. Exactement. Exactement. Et quand on s'était rencontrés, vous m'aviez parlé de l'importance, d'ailleurs, comme tous les RSSI, je pense et je l'espère, de s'entraîner aussi, de travailler sur les exercices de crise. Est-ce que Scribe fonctionne aussi pour les entraînements? Alors, voilà, le gros problème des logiciels de gestion de crise, c'est que si on les sort du placard que le jour de crise, comme les gens n'ont pas l'habitude de s'en servir, ils n'ont pas de réflexe dessus. Et le but du jeu étant de sortir d'une situation désagréable, on se repose sur nos fondamentaux. Donc, je me disais, comment on peut intégrer un logiciel de gestion de crise dans les usages courants? Alors, pour l'établissement de santé, j'ai fait plusieurs choses. Première chose, c'est que, de mon point de vue, la crise, c'est comme le soin, ça se travaille. Donc, dedans, il y a un moteur d'exercice qui permet un cadre de soins sans développer des réunions pendant 6 mois, très rapidement au coin d'une table, de recréer une situation qu'elle avait par exemple le week-end qui s'est mal passé et de regarder comment ces équipes regèrent la crise après le rétexte du week-end ou alors créer des scénarios qui sont arrivés dans d'autres hôpitaux et voir comment on peut se positionner nous en tant qu'hôpital pour gérer cet incident-là. Et aussi on peut faire des exercices intersites puisque Scribe est complètement modulaire, on peut connecter des établissements de santé entre eux et des GHT, donc des groupements d'hôpitaux entre eux et exercer comme ça des exercices ou gérer des crises même transfrontalières parce que Scribe est en 24 langues nativement. J'ai tenu que toutes les langues européennes soient représentées dans Scribe. Et c'est gratuit en plus, et open source aussi comme outil? Voilà, gratuit et open source, parce que la santé, elle s'est construite par du savoir qui a été partagé. Et donc, pour moi, ça me paraît important que l'outil qui va aider les gens à continuer à soigner soit lui aussi ouvert, gratuit et disponible, comme le sourire d'un soignant. Et ça fonctionne quelle que soit la taille de l'hôpital? Parce que vous disiez que ça pouvait connecter plusieurs structures, mais si on est un tout petit hôpital, est-ce que c'est utile également? Alors, si on a un tout petit hôpital, oui, c'est utile. Ça peut travailler sur un PC en standalone, pas besoin d'avoir un serveur. Il y a plein de fonctionnalités. Il y a une gestion des lits qui est intégrée, il y a une gestion de brancardage qui est intégrée, il y a la gestion des incidents, c'est une main courante plus, et aussi depuis la dernière version que j'ai mise sur GitHub, il y a un client Android, parce que des fois on a besoin d'avoir de la mobilité dans la gestion de la crise qui permet de garder un œil sur la situation de crise et d'interagir avec la cellule de crise. Non, c'est vraiment adapté à tout le monde. Quand on lance ce Scribe, on peut activer ou pas les plugins, les fonctionnalités et adapter Scribe à son usage. Et c'est pas parce qu'on a désactivé des choses que plus tard on peut pas les réactiver, tout est accessible. Et vous avez développé voilà. Scribe tout seul? Ouais. Oui? Ah bon? En combien de temps? Ça fait 6 mois que je suis dessus. D'accord. Écoutez, on est ravis de pouvoir en parler ici et de le présenter merci. à un maximum de personnes. Donc, tous ceux qui sont derrière leur écran et qui travaillent dans le secteur de la santé, pensez-y. Vous avez maintenant une solution gratuite, open source, pour vous préparer à vos exercices de crise. Merci beaucoup, Hervé Pellarin. Je rappelle que vous êtes le responsable de la sécurité des systèmes d'information du CH Annecy Genevois et créateur de Scribe. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous Culture C dans Culture Cyber et on va parler de lecture, une lecture sur la conformité. À lire, à voir, à écouter, on termine cette édition avec Garance Mathias. Maître Mathias, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour une recommandation lecture, puisque je suis venue avec votre ouvrage IA, Cyber et Data, garantir la conformité numérique. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Alors déjà, merci pour l'invitation. Pourquoi ce livre ? Parce qu'en fait, ce sont les enjeux d'actualité. Tout le monde parle d'IA, de cybersécurité et de data.
Donc, quel est le plus simple que de mettre ces mots dans le cadre d'un ouvrage pratique, opérationnel, qui va permettre à tous les acteurs, que ce soit des juristes, que ce soit des journalistes, que ce soit des industriels, des entrepreneurs, enfin tout public, de s'en saisir pour comprendre enfin ce puzzle juridique. Entre quelles mains faut-il les mettre, ces ouvrages? Est-ce que c'est la direction juridique? Qui doit s'emparer du sujet de la conformité aujourd'hui dans l'entreprise? Tous les acteurs, donc bien entendu les dirigeants, si on commence, bien entendu la direction conformité, comme vous l'avez dit, la direction juridique, la direction marketing, la direction R&D, enfin, encore une fois, tous les acteurs, que ce soit aussi les investisseurs, puisque investir dans des sociétés actuellement, ça veut dire analyser leur conformité, oui, et donc aussi renforcer la confiance. La confiance, collaborateurs, salariés, investisseurs. Aussi, on parlait à l'instant d'assurance. Donc, ça fait partie aussi des critères à prendre en compte. exact. Donc, conformité, confiance, mais aussi naviguer dans le monde de l'IA, qui est vraiment notre quotidien. Naviguer dans le monde de la cybersécurité en prévention, d'un point de vue aussi lutte contre les cyberattaques, la cyber, effectivement avoir une cybermalveillance, une hygiène informatique, et aussi les données, qui ne sont pas que des données à caractère personnel, mais aussi une gouvernance des données, un altruisme de la donnée, et aussi des acteurs du contrat. Donc, beaucoup de population. Oui. Et donc, ça fait beaucoup de personnes concernées, à peu près tous les métiers. Et d'ailleurs, vous partez de retours, enfin, vous présentez des retours d'expérience qui traversent à peu près tous les secteurs d'activité. Enfin, on voit que ça concerne tout le monde et les métiers en interne. Parce que sur cette idée qu'aujourd'hui, on est quand même assommé de règles, vous parlez même d'ailleurs de tsunami quand même réglementaire, vous en êtes conscient, y compris en tant qu'avocate. Pour autant, vous dites que c'est une opportunité. Pourquoi ? Alors, c'est une opportunité, effectivement, déjà de connaître les textes. Parce que les textes, on doit pouvoir s'en servir. Les textes, c'est essentiel. Aux États-Unis, on parle toujours des États-Unis de la compétitivité, des fonds d'investissement, des levées de fonds et tout, mais le droit est au service du business. Alors, effectivement, actuellement, on a des projets de simplification réglementaire, certes, mais ça reste des projets juridiques. Donc, il faudra les intégrer, même si on les anticipe dans l'ouvrage. C'est important, effectivement, d'avoir ce recul. Le droit, c'est notre cadre. Notre cadre, effectivement, on le voit en retard actuellement avec l'Assemblée pour Nice 2, d'où des difficultés pour les entreprises, d'où des prises de décision à reculons pour des dirigeants en disant Nice 2 n'est pas transposé, comment je vais faire alors qu'il y a les cyberattaques qui augmentent. Et effectivement, il y a eu des messages aussi du gouvernement. Là, il y a le salon Vivatech, on parle de quoi? De réglementation IA à tout bout de champ. Donc, important effectivement de s'en saisir et de ne pas se défier du droit, de ne pas regarder avec défiance. Bien entendu, d'avoir un regard critique. Il faut dire aussi quand les choses ne vont pas. Il faut dire aussi quand les choses peuvent être améliorées. Et le rapport Draghi les liste bien, on veut dire. Donc, mais ne pas l'éviter. L'éviter va créer encore une plus grande source de risque. Oui. C'est ça, d'être dans le flou, dans l'incertitude, dans l'attente ou la méconnaissance, en fait, ça, c'est vraiment un risque. Donc, vous dites qu'il faut en faire une arme, finalement, de ces outils réglementaires. Il faut en faire une arme. Et vous citiez tout à l'heure qu'on a eu la chance d'avoir des contributeurs, des experts qui ne sont pas des juristes, qui interviennent au sein de l'ouvrage qui a été fait avec l'équipe du cabinet. Donc, encore une fois, et ce sont des acteurs non juristes qui nous montrent à quel point le droit est important. Le droit d'une manière générale, mais surtout ces textes vont permettre soit d'être un accélérateur, et aussi ces textes sont incontournables. On a un dirigeant d'entreprise qui nous dit en 2 mots, le droit, c'est comme ça, on doit l'appliquer. Si je veux que mon business évolue, je dois l'appliquer. Ouais. Effectivement, c'est un constat, c'est la réalité. Il y a des sanctions. On n'est pas que dans l'anxiogène, on est aussi maîtriser son cadre par rapport à son activité, son métier, et donc créer une confiance. Allié du business. Donc voilà l'ouvrage que l'on vous recommande aujourd'hui dans Smart Cyber, IA, cyber et data, garantir la conformité numérique. Merci Garance Mathias d'être venue puisque vous en êtes une des autrices. Vous avez écrit cet ouvrage à 3 mains. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc votre rendez-vous sur la confiance numérique que vous regardez sur la chaîne Bismart. Je vous dis à très bientôt.